Bonjour, mon nom est Claude Laferrière, nous sommes le 29 mai 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat parce que je suis avocat et ni aucune contribution. Je suis aussi enseignant en géopolitique et ce matin, la géopolitique va être particulièrement importante puisque le titre de ma vidéo est La méthode Poutine ou encore le sabre et le goupillon. La première partie de mon exposé va porter sur la question des oligarques. Ce qu'on entend et ce qu'on voit beaucoup dans les médias depuis quelque temps me laisse songeur. Je m'explique. On pense que les oligarques qui entourent Poutine pourraient vouloir le liquider ou encore qui pourrait faire l'objet d'un coup d'État ou encore peut-être de motion de non-confiance à la Douma. Ça, c'est rêvé en couleur. Euh, Voici. Poutine, par rapport aux oligarques, est dans une position inverse de celle de nos politiciens au Québec, au Canada et aux États-Unis par rapport aux oligarques. Au Québec, au Canada et aux États-Unis, les oligarques en général choisissent les politiciens, les financent légalement et parfois illégalement avec toutes sortes de méthodes. Aux États-Unis, les fameux super PAC. Ici, au Canada, ben, c'est les questions des paradis fiscaux. Et puis, bon. Donc, ici, les oligarques emmènent large à tous les niveaux des trois pouvoirs, à savoir législatif, exécutif et judiciaire. En Russie, ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'Union soviétique et la naissance de la Fédération de Russie, ce qui s'est passé pendant une dizaine d'années, entre la période Gorbatchev-Boris Eltsine et la naissance de la Fédération de Russie, il s'est produit une sorte de vide juridique qui a fait, et politique et géopolitique, qui ont fait en sorte que des sénateurs américains et des autorités des pays frontaliers de l'ancienne Union soviétique sont intervenus en Union soviétique pour protéger, pour sécuriser les ogives nucléaires pour éviter qu'ils se retrouvent dans des mains non expertes, voire criminelles. Et c'est durant cette même période que Vladimir Poutine est passé d'un simple agent du KGB au rang de colonel et puis ensuite qu'il est devenu le grand patron des services de renseignement dans la période de transition. Ce qui nous mène au 2003-2004, finalement, durant cette période-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que durant cette même période-là, fin des années 80 jusqu'en 2003, il y a un personnage important qui va prendre beaucoup de place en Russie. Il s'appelle Mikhail Khodorkovsky. Mikhail Khodorkovsky, qui est le président, qui va devenir le président de Yukos, la plus grande entreprise gazière et pétrolière de Russie. Bon, les gazoducs, les oléoducs, etc. Donc, il a créé un empire et il est devenu un des hommes les plus riches de la planète, un milliardaire. Eh bien, Poutine s'est occupé de lui, personnellement, et il a en quelque sorte réussi à faire en sorte que la justice russe, la nouvelle justice russe issue de la Fédération de Russie, donc de nouvelles cours, si vous voulez, en vertu de la nouvelle constitution, à le faire condamner pour fraude, blanchiment d'argent, évasion fiscale, le pactole au complet. Il s'est retrouvé en prison pour pratiquement une décennie. Et là, évidemment, les organismes internationaux sont intervenus et comme Mikhail
et de religion juive, eh bien, la communauté s'est ralliée derrière lui. Et finalement, aujourd'hui, bon, ben écoutez, ça fait quand même un bout de temps, là, il a été libéré, il a vécu en Suisse, et puis, enfin, il s'est beaucoup promené aux États-Unis aussi. Et un de mes collègues à Georgetown a été son avocat. Dont un de ses avocats, je devrais dire, parce qu'il y en avait une armée d'avocats à un moment donné pour le représenter. Donc, ce que Poutine a réussi à faire, c'est à mettre la main sur Yukos, la grande pétrolière créée par Mikhail Khodorkovsky, à la démanteler et à en distribuer des morceaux à des personnes qui sont devenues des oligarques. Là, il faut comprendre que c'est exactement le contraire de ce qui se passe ici au Canada. Hein? Ici au Canada, les oligarques, là, ils choisissent les politiciens. Ici, c'est Poutine, ex-colonel du KGB, ex-grand patron du renseignement, n'est-ce pas, qui a écarté un oligarque et pris son emprise, l'a démantelé et en a distribué des morceaux à ses amis. Et là, aujourd'hui, on a la situation avec Gazprom qui a émergé de Yukos et malgré les décisions des tribunaux internationaux, ça, Poutine, il n'en a rien à foutre. Il a bâti la nouvelle légitimité économique de la Russie à partir du squelette de Yukos et il a créé un empire. Il faut comprendre que Poutine ne doit rien aux oligarques, c'est les oligarques qui lui doivent. Et les oligarques se surveillent entre eux, s'espionnent, et ça c'est la bonne vieille méthode que tous les services de renseignement de la planète utilisent, faire en sorte que les sources de renseignement se surveillent dans une structure pyramidale, s'espionnent, et passez-moi l'expression, se couillonnent mutuellement. Donc, ceux qui pensent que Poutine va faire l'objet d'un coup d'État ou d'un complot, etc., ben vous êtes dans l'erreur au complet parce que les oligarques lui doivent tout. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent d'où vient leur richesse. Elle vient d'un vol, d'un coup monté par Poutine contre Mikhail Khodorkovsky. Évidemment, les Russes vont vous dire que Khodorkovsky a été condamné par la justice russe, mais vous savez, la justice russe, c'est un petit peu comme la justice chinoise. Hein? Si la police dit que vous êtes coupable, que vous avez commis un délit, il n'y a pas personne qui va les contredire. Et il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un due process. Il n'y a pas vraiment une justice indépendante. Ce sont des juges nommés. Il faut dire que aussi ici, les juges sont nommés, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que le processus, la relation entre le pouvoir exécutif et les oligarques en Russie est exactement l'inverse de ce qu'on a ici. Poutine, c'est vraiment lui qui a créé la richesse à partir d'un coup, si vous voulez, d'un frame-up, si vous voulez, de Michael Khodorkovsky. Bon, ça, c'est la première partie de mon exposé d'aujourd'hui. La deuxième partie va porter sur ce que j'appelle la force secrète de Vladimir Poutine. Quelle est sa force secrète? La force secrète de Vladimir Poutine, ce ne sont pas les oligarques. Parce que les oligarques, là, ce sont des vicieux. Tous les oligarques de la planète sont des vicieux. N'est-ce pas? Des gens qui vivent, qui aiment le sexe, la drogue, avoir du fun, des yachts, n'est-ce pas? La vie de luxe, les paradis fiscaux. On ne peut pas se fier à eux. Ce sont des esprits criminels. Il ne faut pas se fier à eux, là. Mais ce sont parfois de très bons gestionnaires, de bons vendeurs, des vendeurs d'automobiles usagés, etc. Là. Bon, de bons manipulateurs. Donc, Poutine s'en sert. Ici, c'est la même chose. Et nos politiciens s'en servent aussi parce qu'ils ne sont pas plus propres ici que de l'autre côté. OK? Donc, quelle est la force secrète de Poutine? La force secrète de Poutine, eh bien, ce sont les pauvres, ceux qui n'ont rien et ceux qui n'ont rien à perdre. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, parce qu'il y en a des milliers en Russie, dans les régions, dans les villes. Et qu'est-ce que Poutine a fait pour eux? Eh bien, il a respecté la tradition russe, il a respecté la tradition orthodoxe, et contrairement à ce qu'on fait ici, où on détruit notre patrimoine, on détruit notre passé, on en fait des condos, en Russie, toutes les églises, ou à peu près, ont été rénovées, elles sont couvertes d'or, n'est-ce pas? Et c'est devenu le refuge des pauvres, la religion.
qui vient du latin religere, qui veut dire relier. Il a relié son peuple. Il a relié son peuple avec lui. Les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, les gagnes petits, les salaires minimums, si vous voulez. Pas la classe moyenne, parce qu'il y a une classe moyenne en Russie, pas les oligarques, parce que ces gens-là, c'est l'argent. Mais ceux qui se battent pour avoir le minimum à tous les jours, mais qui ont besoin de l'Église pour aller prier, qui ont besoin de l'Église pour se faire dire que cette vie présente sur la terre, ben c'est de la merde. Ce qui est important, c'est la vie spirituelle et après la mort, n'est-ce pas? Le paradis, le purgatoire ou l'enfer. Autrement dit, la même pensée qu'on avait ici aux catholiques, ici parmi les catholiques dans la province de Québec, avant la Révolution tranquille qui a tout saccagé. Donc, pour les pauvres, les démunis, eh bien, de belles églises qui assurent la transition vers le paradis. C'est ça qu'il a fait. Et à l'heure actuelle, ces églises, elles sont pleines en Russie. Elles sont pleines à craquer. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir des prêtres, n'est-ce pas, qui veulent monter dans la hiérarchie. Donc, le clergé orthodoxe russe ne manque pas de personnel, si vous voulez. Ça va très bien. Il n'y a pas de désertion comme ici, là. Hein. Et tous ces clercs religieux, eh bien ça, c'est la relève pour éventuellement s'en servir et remplacer des oligarques. Parce qu'éventuellement, les oligarques sont corrompus, vont s'éliminer entre eux, physiquement ou financièrement, et il va falloir placer des gens fiables, des gens non corrompus, non corruptibles, qui ne peuvent pas être corrompus, qui ont intégré des valeurs spirituelles importantes, qui ont prêté des serments, qui se sont engagés dans l'Église orthodoxe, et que là, un peu comme au Québec à une certaine époque, d'anciens clercs sont devenus des ministres du gouvernement là, à une certaine époque, les années 60, les années 70. Mais là-bas, en Russie, c'est de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus intense. Autrement dit, vous avez dans le réseau universitaire russe, dans des facultés de théologie, de philosophie, sociologie, anthropologie, etc., les sciences humaines, on va dire, là, eh bien, ces gens-là, Poutine leur offre une plateforme, en quelque sorte, pour joindre l'Église orthodoxe russe, ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas plus d'emploi en sociologie, en anthropologie, en philosophie, en Russie qu'au Québec ou au Canada, là. Et ça prend un débouché. Eh bien, Poutine leur offre en toutes les universités, partout, à la grandeur de la Russie, de faire partie de la grande Église orthodoxe russe, faire partie de ce qu'on pourrait appeler la grande messe, et éventuellement être recruté pour travailler au service de l'État, au service de la Sainte Russie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la force, la jeunesse et les gens qui sont défavorisés. Les églises et le sacerdoce, n'est-ce pas? Le sacerdoce pour les jeunes, les églises pour ceux qui sont rendus à un âge avancé, les handicapés, les malades, de superbes églises pour les accueillir, ouvertes pratiquement 7 jours par semaine, 4 heures par jour, contrairement à ce qu'on a ici, où là, nos églises sont pratiquement fermées, là, quelques heures par semaine, et c'est tout. Sinon, ils se font vandaliser ou incendier, ou peu importe. Mais là-bas, on ne touche pas aux églises, on ne touche pas. Ça fait partie de l'âme russe. Et c'est ça que dans nos médias, ce que je viens de vous dire à propos de Khodorkovsky, ce que je viens de vous dire à propos des églises, ce que je viens de vous dire à propos du sacerdoce, eh bien, vous n'entendrez pas parler de ça dans les médias. Dans les médias, ce que vous entendez, c'est que la Russie est en train de perdre la face, que Poutine va être victime d'un coup d'État, puis la bonne vieille propagande à laquelle, finalement, on commence à s'habituer. Bon. Maintenant, je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé aussi en Allemagne avant la guerre et un peu durant la guerre, et ce qui s'est passé en Russie avant la guerre et après la guerre, par rapport au réseau universitaire. Il y a bien des gens qui pensent que
et ça, on en parle peu dans les médias, qui pensent que les SS, Heinrich Himmler, quand Hitler a permis la création des SS, des Waffen-SS, par Heinrich Himmler, pour se débarrasser des SA de Rüm, qui étaient composés de bombes, de voyous, etc. Eh bien, il faut la question que je me suis posée et pour laquelle j'ai fait un peu de recherche, là, c'est comment a-t-on procédé pour recruter les officiers de la Waffen-SS, c'est-à-dire les meilleurs éléments de cette organisation diabolique, disons-le, mais qui est tout à fait inspirée des philosophes allemands, là, qui est en parfaite continuité. Il ne faut pas s'illusionner avec l'Aufklärung, la naissance de l'Aufklärung, c'est-à-dire l'évacuation de Dieu, et son remplacement par le dictateur, n'est-ce pas, une église d'État, un peu comme sur le modèle britannique, là, avec l'église anglicane, la monarchie. Là, ici, en Allemagne, on a créé une sorte de religion nazie qui est inspirée des philosophes allemands. D'ailleurs, je tiens à noter, très important, très, très important, le grand philosophe, entre guillemets, Martin Heidegger, a été nommé recteur de l'Université de Berlin par Hitler. Donc, tous les jeunes qui étudient en philosophie, en théologie, ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines, eh bien, il n'y avait pas de débouché. Eh bien, ces gens-là sont allés former les premières cohortes des officiers de la Waffen-SS. Pourquoi eux? Ben, c'est simple. Parce que la Wehrmacht, en Prusse, ils avaient leur collège militaire. Comme nous, au Canada, on a nos collèges militaires. Eux, les Américains ont leur propre aussi collège militaire. Je pense à Annapolis pour la marine, à West Point pour l'armée de terre, et ainsi de suite. À l'époque, en Allemagne, la Wehrmacht avait, dans la République de Weimar, et surtout en Prusse, là, globalement, il y avait des grandes écoles militaires. Donc, les universités publiques, comme l'Université de Berlin, l'Université de Heidelberg, Tübingen, eh bien, formaient des gens dans différentes disciplines où il n'y avait pas de travail. Donc, on a recruté parmi les universitaires l'essentiel de la Waffen-SS, parce que la Wehrmacht avait ses propres écoles d'officiers et n'était pas intéressé à recruter des gens de l'Université de Berlin, par exemple, pour former des officiers. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'il y avait dans les Waffen-SS, c'était des gens très éduqués. Évidemment, qui ont eu l'esprit complètement tordu par la philosophie allemande, pas seulement par Mein Kampf, le Mon combat, le fameux livre d'Hitler, qui est une connerie totale, mais beaucoup plus influencé par Nietzsche, ou encore Hegel, ou encore Friedrich Schelling, et toute cette nouvelle tradition de philosophes créée en Allemagne, et qui, soit dit en passant, est prédominante dans nos départements de philosophie, au Québec, au Canada, voire aux États-Unis et en Europe. On ne jure que par la philosophie allemande. En fait, la gauche ne jure que par la philosophie allemande qui permet d'évacuer Dieu, qui permet d'évacuer la tradition chrétienne, la tradition catholique, et de remplacer le crucifix par un Aufklärung qui va devenir soit un Führer pour l'extrême droite, ou qui va devenir le secrétaire général du Parti communiste à l'extrême gauche. Le secrétaire général du Parti communiste, ou le Führer, le chef, si vous voulez, ce sont les deux faces d'un même Janus. C'est la même chose. Le but, c'est d'évacuer Dieu. Tout le pouvoir repose sur l'homme. En dehors de l'homme, il n'y a rien. Ça, c'est l'héritage de l'idéalisme allemand. Avec une fausse théorie de la liberté et de la raison, de la rationalité, comme si la rationalité se subsistait par elle-même. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Bon, cette folie-là commence un peu avec Descartes, là, mais ça se continue. En fait, c'est une friture. C'est une friture philosophique qui ne tient pas la route, mais qui va servir de fondement au fascisme et au communisme. Le but étant d'enlever les vraies libertés,
ce qu'assure la tradition judéo-chrétienne, n'est-ce pas? Hein? Ce qu'assure le respect des 10 commandements, et là, évidemment, je pourrais revenir aux enseignements de saint Thomas d'Aquin, à la Bible, ainsi de suite. Mais ça, la philosophie allemande a complètement évacué ça. Et l'origine du fascisme des années 30, l'origine du stalinisme, de l'après-guerre, de durant la guerre, et même d'avant la guerre, parce que Staline a été au pouvoir très longtemps, eh bien tout ça, ça a des origines dans la pensée soviétique, dont la racine est dans la philosophie allemande, avec Marx, Engels, et dans la tradition avec Hegel, qui est, si vous voulez, le grand maître de l'Aufklärung, c'est-à-dire l'évacuation du christianisme. Et non pas la célébration du christianisme. Là. Ça, c'est de toutes sortes de faussetés, là. Et la création d'un nouveau langage hermétique, ésotérique, simplement lié à la logique de Hegel ou sa philosophie de l'histoire, pour comprendre qu'il n'y a rien à comprendre dans cette friture-là. Mais nos gauchistes dans les départements de philosophie et à travers l'Amérique, eh bien, se gargarisent avec ça. C'est ce qu'ils enseignent. Évidemment, vous avez des penseurs de tradition chrétienne comme Gabriel Marcel, Régis Jolivet, Emmanuel Mounier, même Henri Bergson, n'est-ce pas, Jacques Maritain, tous des disciples de Thomas d'Aquin qui ont supporté l'action de l'Église catholique depuis, en fait, durant la période moderne. Eh bien, ces gens-là sont, si vous voulez, boycottés, entre guillemets, exclus de cette espèce de nouvelle secte de philosophes allemands qui s'est implantée, qui a développé des disciples à partir d'un langage complètement ésotérique. Là, c'est presque sectaire. Enfin, voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur, en fait, qui porte sur la méthode de Poutine et quelques autres commentaires que j'ai ajoutés à la toute fin. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée, il fait soleil, vous pouvez apprécier, vous abonner si vous n'êtes pas abonné et partager. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.